Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Le vendredi 2 mars 2018 fait désormais partie des dates tristes de l'histoire du Burkina Faso. La capitale du pays des hommes intègres a été la cible ce jour-là d'une double attaque terroriste. Ces attaques ont visé l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées. Le bilan fait état de 8 soldats burkinabés tués et de 8 assaillants abattus par les forces de défense et de sécurité. Vous l'aurez compris, l'émission Débat de presse de ce dimanche 4 mars 2018 est exclusivement consacrée donc à ces événements. Alors, ces deux attaques qui ont touché la capitale et endeuillé tout le Burkina Faso. Pour en parler, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Nous avons autour de la table Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour. Boukari Woba de Mutation est avec nous. Bonjour. Sayon, bonjour. Et enfin Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Sayon. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vendredi 2 mars, 10 h, la capitale burkinabé est frappée par 2 attaques terroristes coordonnées. Contrairement aux attaques du 15 janvier 2016 et du 13 août 2017, les terroristes ont agi en plein jour et ont attaqué des places fortes et stratégiques, l'ambassade de France et l'état-major général de l'armée. Vous l'avez suivi, c'est une nouvelle stratégie en tout cas de ces terroristes, on peut le dire, Rabo. Oui, c'est une nouvelle façon d'agir qui montre que les terroristes sont montés en puissance, se sont mieux organisés et ont visé des cibles qui ne sont pas des moindres. Cette fois-ci, ce ne sont pas des civils qui sont visés, c'est le cœur même de la stratégie militaire du Burkina Faso qui a été touché. Et il me semble qu'ils auraient voulu avoir la tête du chef d'état-major général des armées, puisqu'il devait y avoir une réunion en ce moment-là. Ça veut dire que l'heure est grave. Il faut examiner au maximum à la loupe tous les contours de ces événements pour en tirer le maximum de leçons et s'organiser pour l'avenir. Sinon, c'est évident qu'on est vraiment dans la situation la plus difficile qui soit. À la fois, c'est intervenu le jour, mais avec des terroristes qui ont augmenté en nombre et avec des cibles qui étaient totalement imprévues dans les pronostics qu'on pouvait faire. Voilà, s'attaquer à des populations civiles, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Par contre, s'attaquer à des cibles militaires, ça demande beaucoup plus de stratégie, de moyens, et c'est ce que les terroristes sont arrivés à faire. Maintenant, il faut analyser pour voir comment ça peut arriver de cette façon-là dans la capitale d'un pays qui s'attendait à tout dans tous les cas. Ok, on y reviendra certainement, oui. Alors, Bama, l'attaque finalement a été revendiquée par la coalition dirigée par Iyad Agali. Alors, comment vous percevez donc cette attaque qui a été perpétrée par cette coalition? C'est suffisamment triste. Hein. C'est triste. C'est la première fois qu'on voit cette situation. C'est une attaque qui, comme Rabo l'a dit, est assez singulière par rapport aux 2 autres qu'on a connus, de par le mode opératoire, de par les cibles visés, de par le moment même, pas juste que là c'était de nuit qu'on opérait, aujourd'hui c'est en plein jour, à 10 h. Des victimes aussi, c'est exclusivement des militaires qui ont été tués, par le passé on voyait que c'était des civils qui étaient pris à partie. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire, surtout du point de vue des cibles surtout.
Hein. On n'avait jamais pu imaginer que les gens allaient pousser leur ignominie jusqu'à ce point-là. Hein, parce que là, ils ont touché le nec plus ultra de la République, hein, l'état-major. Bon, il ne pouvait pas avoir mieux. C'est vraiment le summum de la République qui a été touché. Alors maintenant, quant à ce que ce soit les djihadistes de Iyad Agali qui revendiquent, moi ça ne me surprend pas trop. Depuis le départ, les premiers moments, je savais que ça ne pouvait venir que de ce milieu-là. Quand on sait le contexte, on est en plein procès de push. Alors on sait que ces gens-là, ils sont impliqués dans ce push-là. Ce monsieur-là est même de ses lieutenants qui est même inculpé, je crois, il est parmi les accusés. Donc, c'est vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce procès ait lieu. Ça, c'est sûr. Et la semaine dernière, sur ce même plateau, on avait déjà dit ça ici, sur ce même plateau, que l'un des enjeux majeurs de ce procès, c'était la sécurité. Et c'était comme une prémonition malheureuse. C'est ça, c'est effectivement le problème de sécurité qui se pose, la sécurité du procès qui se pose. Osons croire, comme Rabo l'a dit, qu'on saura tirer toutes les leçons de ces malheureux événements et pouvoir aller devant, parce qu'il n'est pas du tout question d'abdiquer, il n'est pas du tout question de reculer. On ne peut que avancer malgré tous ces malheureux événements. En tout cas, la coalition dit avoir agi en réponse à la mort de plusieurs de ses leaders lors d'un raid qui a été mené par l'armée française. Je pense que c'était au milieu du mois de février. Alors, Woba, comment vous analysez donc ces faits, ou en tout cas ces attaques qui ont touché le cœur, si on peut le dire, de la capitale burkinabé? Oui, malheureusement, nous sommes dans cette situation depuis plusieurs années maintenant, et ça fait la 3e année successivement que la capitale Ouagadougou est touchée. Après chaque attaque, on essaie certainement de réajuster notre dispositif sécuritaire, parce que depuis un certain moment, vous remarquez qu'il y a une sécurité permanente sur l'avenue Kwame Nkrumah qui a été attaquée par 2 fois. Mais comme on l'a toujours dit aussi, ces terroristes-là sont chaque fois en avance sur nous. C'est des gens certainement qui n'ont pas autre chose à faire que ça. Donc tous les soirs, toutes les nuits, à toutes les heures, ils sont en train de tracer des plans. Et tout ce que nous faisons, ça les amène aussi à réajuster le tir, à s'adapter. Et cette fois-ci, ils nous ont pris vraiment de court, parce qu'en pleine journée, comme vous le dites, et puis 2 endroits assez stratégiques, peut-être 2 endroits, pourquoi? Parce que ça permet aussi quelque part de disperser nos forces. On a remarqué que les autres fois, si l'armée française venait, c'était certainement pour tout de suite aller aider nos forces de défense et de sécurité à éteindre le feu là où ils l'ont allumé. Mais cette fois-ci, étant donné qu'à la fois l'état-major général des armées du Burkina est attaqué et l'ambassade de France est attaquée, on a vu que les forces spéciales françaises, quand elles sont venues, c'est directement à l'ambassade, pendant que nos forces de défense et de sécurité sont en train d'essayer d'intervenir au niveau de l'état-major général des armées. Donc il faut véritablement qu'on intègre ça une bonne fois pour toutes. Ces gens-là sont préparés à être chaque fois en avance sur nous. Donc c'est à nous de travailler certainement aussi à les coller à la culotte et éventuellement à les dévancer pour pouvoir déjouer certainement les tours. Vous avez parlé de la revendication qui a été faite. Moi, quand j'écoute les analystes parler de revendication, très souvent, même dès qu'il y a attaque, tout de suite, la première des choses qu'on commence à dire, c'est dire on attend celui qui va revendiquer. Or, moi, particulièrement, c'est la partie du film qui m'intéresse le moins. Je ne suis pas intéressé de savoir que c'est tel groupe terroriste, tel autre groupe terroriste qui a véritablement attaqué. Pour moi, les terroristes sont des terroristes. Ils ont frappé, et puis souvent je me demande ces revendications-là, est-ce que ce n'est pas plus pertinent quand c'est nous-mêmes, par nos moyens, nos investigations, nos relations, arrivons à dire c'est tel groupe qui nous a frappé, plutôt que de nous asseoir et puis attendre qu'il y ait un communiqué qui tombe de quelque part sur un site internet et puis on dit ah, telle personne a dit que c'est lui qui a frappé. Et si ce n'était pas lui? Et si c'était de la diversion? Et par rapport à l'attaque de Aziz Istanbul, qui n'est toujours pas revendiquée, qu'est-ce que nous avons fait pour savoir les personnes qui nous ont attaqués? Donc moi, ce n'est pas s'asseoir, s'attendre à ce qu'un groupe nous dise c'est nous qui avons frappé, pour qu'on dise ah effectivement c'est un tel qui a frappé. Le vrai travail,
c'est à nous d'arriver à pouvoir dire c'est X ou Y qui a frappé le Burkina. Et comme je le dis, ce n'est pas très important de chaque fois attendre à ce qu'il revendique. Et encore une fois, de plus pour moi, que ça vienne de tel groupe ou de tel autre groupe, c'est du pareil au même. C'est le résultat qui est là. 8 soldats burkinabés qui sont morts. On a encore beaucoup de blessés, des blessés 80 blessés au total. Qui on souhaite un prompt rétablissement. Oui, alors Ladji Bama l'a évoqué tantôt, Hyacinthe. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette revendication met finalement fin aux suspicions ou bien aux hypothèses donc, qui établissaient en tout cas un lien entre cette attaque et puis le procès ou en tout cas avec les anciens barons de l'ancien système? Je pense que Oba l'a dit, cette revendication reste une revendication. Elle n'est pas le fruit d'une enquête qui a donc déterminé les différents auteurs qui disent que les auteurs sont ces personnes-là. Ce sont des personnes qui l'ont revendiqué, qui disent que c'est elles donc qui ont eu à perpétrer cette double attaque. Maintenant, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'ils ont intérêt à revendiquer quelque chose qu'ils n'ont pas fait? Tout ça sont des questions qu'une enquête sérieuse doit pouvoir nous permettre en tout cas de déceler. Et c'est en cela que je pense que le travail doit être fait. On a vu donc lors de l'attaque de janvier 2016 des informations qui disaient donc selon l'enquête que ces personnes avaient séjourné certains jours avant à Ouagadougou. Ils étaient passés par tel moyen pour entrer au Burkina. Qu'est-ce qui a été fait après? Pratiquement rien. On a vu avec l'attaque d'août 2017 que, en tout cas, certains agents donc, qui étaient de faction ont eu à faire un repli tactique. Pourquoi ils l'ont fait? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les responsabilités ont été situées? Est-ce que les sanctions ont été prises? Pour l'instant, rien ne filtre. Et aujourd'hui, on a cette situation. Je pense qu'il faut dépasser ce cadre de secret tout autour de ces gens d'enquête. En tout cas, donner ce qui n'est pas secret défense à la presse, mais également aux citoyens, parce que lorsque l'opinion ne sait pas ce qui se passe, elle se fait sa propre opinion de ces genres de situations, et c'est ce qui vient donc à toutes les supputations. Aujourd'hui, on a un groupe qui revendique, on n'a pas donc d'éléments des enquêteurs en tout cas qui permettent de corroborer ce que ce groupe a dit, qui attestent en tout cas que c'est véritablement eux qui ont agi. On est obligé de prendre donc ce qu'ils disent, ce qu'il ne faut pas. Il faut situer les responsabilités et en même temps anticiper, parce que si ces deux sites-là donc qui sont présentés, en tout cas à l'œil nu, on pouvait s'en rendre compte comme l'un des deux sites en tout cas les plus protégés de la ville de Ouagadougou, ont pu être attaqués. Quels sont les autres endroits stratégiques qui peuvent être des cibles potentielles? Qu'est-ce qui est fait pour les protéger? Je pense qu'il ne faut pas attendre la fin d'une enquête pour cela. Il faut d'ores et maintenant donc travailler. Et s'il y a eu fautif dans cette double attaque, il faut les sanctionner. S'il y a eu des lacunes, il faut les corriger le plus urgemment possible. Alors oui, à ce propos, le procureur, je pense, le parquet plutôt a fait un communiqué, mais qui donne juste la liste des victimes. On n'a pas plus d'informations sur des arrestations qui ont été faites ou quelque chose comme ça, parce que je pense qu'au cours de l'attaque, en tout cas, des informations avaient été données comme quoi il y avait eu des arrestations, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'informations sur ces faits. Non, comme l'enquête ne fait que commencer, moi j'ai écouté le substitut du procureur qui a dit que c'est un peu trop tôt pour répondre aux multiples questions que la presse pose. Donc il faut donner le temps à la justice de rassembler un certain nombre d'éléments. Vous avez vu un deuxième communiqué du parquet qui explique que tous les engins, tous les bâtiments qui ont été touchés doivent rester en l'état le temps que la police judiciaire mène ses enquêtes. Donc c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur le mode opératoire, sur l'identité des assaillants, etc. etc. Par rapport à la revendication, je suis sur la même longueur d'onde que Woba. En fait, si vous regardez ou faites des rapprochements avec d'autres attaques terroristes, non, les terroristes, ils font le travail le plus simple, le plus facile. Un kidam peut, à l'autre bout du monde, là, se faire exploser. Ils attendent 1 jour, 2 jours. Si personne ne revendique, on dit c'est nous qui avons fait. Ça fait leur publicité. Et je suis de ceux-là qui pensent que c'est nous, les journalistes, qui faisons la publicité des terroristes. C'est pourquoi leur nom, leur identité, leurs idéologies ne m'intéressent pas vraiment. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup d'enjeux tout autour. Et si vous prenez la situation spécifique du Burkina, moi je vois au moins 3 enjeux.
Il y a ces terroristes-là qui sont des narcotrafiquants qui veulent la zone du Sahel pour faire leur trafic de drogue, de cigarettes, etc. etc. Nous, on les dérange aujourd'hui parce qu'avant, ils avaient le Burkina Faso comme base arrière et puis ils pouvaient aller faire leur trafic. Il y a l'autre enjeu qui est lié au fait qu'il y a des puissances occidentales qui tirent profit de ça parce que quand les assaillants, les terroristes, ceux qu'on appelle les djihadistes qui n'en sont pas, sèment la terreur en Afrique, ça donne de l'espace aux puissances occidentales qui veulent exploiter nos ressources. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu au Burkina, c'est qu'on a mis à terre un régime qui traitait avec des narcotrafiquants, des rebelles et des terroristes. Et donc, il y a encore des Burkinabés, probablement, qui sont contents que des attentats se passent dans notre pays. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Donc, si je prends seulement ces trois enjeux-là, ça nous donne du fil à retordre. Parce que quand vous regardez le mode opératoire, est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu de la complicité à l'état-major? Justement, parce qu'il y a des assaillants qui étaient habillés en tenue militaire. Voilà, ça veut dire, à la limite, il y a des Burkinabés, il y a peut-être des anciens militaires burkinabés qui ont collaboré à la préparation de cette attaque-là. C'est pratiquement sûr. Ça, c'est le bon sens qui nous le dit. Vous voyez? Donc, le Burkina est aujourd'hui au centre de tellement d'enjeux qui facilitent la tâche aux terroristes qu'on doit vraiment s'organiser plus sérieusement. Vous voyez? Moi, je crois que ce qui s'est passé à l'ambassade de France, c'est vraiment de la pure diversion. Ils ne sont pas venus pour attaquer l'ambassade de France. Non. Ils sont venus pour attaquer l'armée burkinabé et le cœur des institutions burkinabées. Ils ont juste agi à l'ambassade de France pour que les premières réactions se dirigent sur ce site-là, le temps qu'ils fassent leur travail au niveau de l'état-major. Et vous avez vu, comme Oba l'a dit, quand les forces françaises sont arrivées en appui aux forces de défense et de sécurité du Burkina, les forces françaises se sont occupées du territoire français d'abord. Voilà. Les forces françaises sont occupées du territoire français qui est sur notre sol. Elles ne se sont pas occupées des problèmes des Burkinabés. Et c'était probablement ce que les terroristes voulaient. Deuxièmement, quand vous regardez, quand la presse française parle de l'attaque, elle parle des intérêts français. Elle ne parle pas de nous d'abord. Aucune victime française, l'ambassade de France attaquée, l'ambassadeur de France a dit ça. Et je vais bien. Donc nous aussi, les Burkinabés, là, parlons de nos intérêts. Voilà. Parlons de ce que notre état-major a été attaqué. Vous voyez? Parce qu'on a vraiment un problème avec le lien que l'Aïbama a fait tout de suite avec le procès. Parce que il y a quelques semaines ici, on disait que Simon Compaoré a dit oui, des gens vont perturber le procès, patati patata. Et Paul Miki Rwamba disait, bon, Simon va vite en besogne, et s'il a des gens à prendre, il n'a qu'à les prendre et puis nous laisser tranquilles. Dans tous les cas, ceux qui sont au pouvoir savaient que quelque chose allait se faire. Mais certainement, c'était avec des bribes d'informations et des informations suffisamment brouillées pour ne pas savoir d'où ça va venir. Parce que le matin des attaques, vers 9 h, un de mes confrères m'a dit, mais il y a un dispositif sécuritaire particulier dans les camps militaires, en particulier au camp Sangoulé-la-Misana. Ce n'était pas comme d'habitude, autour de 9 h. Ça veut dire que les forces de défense et de sécurité savaient que quelque chose allait se passer, sans savoir exactement où ça allait se faire et d'où ça allait venir. C'est peut-être même d'ailleurs pourquoi la réunion du chef d'état-major a été déplacée. Vous voyez? Bon, mais là, on ne peut pas les accuser de faiblesse et de manque de sérieux. Peut-être que ce sont les moyens qui manquent pour affiner les informations que les uns et les autres ont au niveau des renseignements, pour qu'on sache exactement où la menace va aller et comment on va l'endiguer. Oui, alors, Bama. Non, je pense que on dit la même chose, hein, parce que concernant cette revendication, ce que moi je dis, c'est que je sais pas comment une enquête pourrait arriver à dire et convaincre surtout, preuve à l'appui, que c'est tel ou tel groupe, parce que le milieu est tel que c'est très difficile, moi, à mon avis, de pouvoir mener des enquêtes pour aller trouver d'où viennent tel ou tel assaillant. Par contre, quand on tient compte d'un certain nombre de paramètres, notamment le contexte, on peut concevoir que on fait des liens, surtout dans le contexte actuel,
moi je suis convaincu que ces attaques-là ne sont pas du tout fortuites, ce n'est pas étranger au contexte qui prévoit actuellement au Burkina lié à ce putsch-là. Et je le dis sur la base d'un certain nombre d'éléments qui sont assez concrets et assez cohérents quand même. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est au moment où on ouvre le procès de ce putsch-là, où des amis de ces terroristes-là sont les principaux concernés, et où il y a même celui-là qui a revendiqué, le nommé Yad Agali, parmi les accusés, un certain, comment il s'appelle, Lamine, quelque chose, un Malien. Quand on fait le recoupement, c'est un très proche de Yad Agali qui était sur le territoire burkinabé pendant les événements du coup d'État, qui était même en communication avec les Djendjiré, les Bassolé, tout ça. Le colonel Abdou Karim, ils étaient en contact, on a les écoutes, où ils se sont entretenus, ils ont peaufiné des stratégies ensemble. Donc ces gars-là, ils ne peuvent pas accepter que leurs amis et même leurs proches collaborateurs soient en procès, et ils vont s'asseoir comme ça, nous regarder, juger ces gars-là, et puis bon, non, moi je pense que ce n'est pas possible. Donc, selon vous, donc, voilà, l'argument qui a été avancé par ce groupe-là pour attaquer... Moi je pense que c'est plutôt là la diversion, justement, parler de leurs gars qui auraient été tués par la France. Moi je suis convaincu que c'est lié au procès. Ils ont des gens qui sont menacés dans ce procès-là. Ils ont de grands amis qui sont... Si le procès-là va qu'à terme, ils s'en sortiront jamais, on les connaît très bien. C'est tout l'enjeu ici. Maintenant, à attendre une enquête pour venir dire qui est vraiment derrière ça, je veux bien, mais en attendant, moi, je peux faire des analyses pour savoir que, bon, ça peut être lié à quelque chose. Voilà ce que je veux dire. Alors, il y a beaucoup de questionnements aussi. Hein. Les gens se demandent comment alors, des terroristes ont pu arriver à l'état-major qui est considéré comme une place forte de l'armée burkinabé. Alors, peut-être éliminer des gens qui étaient en faction et pénétrer avec un véhicule bourré d'explosifs à l'intérieur de cette place forte. C'est vrai que ce n'est pas un camp, mais c'est peut-être l'un des endroits, en tout cas, les plus gardés du Burkina. Oui. Woba. Dire que ce n'est pas un camp, pour moi c'est plus qu'un camp. C'est là où se trouve le cerveau des camps. Oui, c'est la maison, c'est le bureau du chef d'état-major général des armées. C'est de là-bas que tous les ordres partent vers les camps. Donc si on a éliminé l'état-major, on a éliminé les camps. Il n'y a peut-être pas d'armement lourd là-bas, mais c'est là-bas que se trouve le cerveau de notre armée. Et comme on l'a dit, il devait y avoir une réunion de l'état-major, donc quand même des officiers supérieurs, j'imagine. À supposer qu'effectivement, cette attaque-là les avait trouvés là-bas. Aujourd'hui, on se retrouve avec une armée décapitée. Décapitée. Ouais. Alors que l'armée, c'est justement la tête. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de raison pour expliquer que l'état-major ne doit pas être aussi gardé que ça, ou bien qu'un camp est mieux gardé que l'état-major. Ce n'est pas possible. Et par rapport à la légèreté, ou bien ce qui aurait pu expliquer qu'ils aient pu entrer jusque là-bas, moi, je pense, je crois qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce qui est plus important dans la situation d'insécurité, de terrorisme, là, ce sont les renseignements. Ces gens-là, dès que vous n'avez pas pu les empêcher d'entrer sur votre territoire, une fois qu'ils sont dans votre territoire, et ils ont en plus l'outrecuidance de pouvoir circuler avec des armes, des explosifs dans un véhicule, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils peuvent se faire exploser n'importe où, jusqu'à Kosiam. Peu importe. Le plus important là, c'était d'empêcher qu'ils entrent sur votre territoire, d'empêcher effectivement qu'ils puissent circuler librement. Or, ils ont pu circuler librement. Donc, si c'est arrivé devant une institution et puis s'exploser, ça, il n'y a rien de plus facile. Même si c'était explosé juste devant l'état-major, ça aurait fait quand même des dégâts. Maintenant, pour ceux qui fréquentent l'état-major, constate que quand vous arrivez à l'état-major, le contrôle, ce n'est pas dehors. Non, le contrôle, ce n'est pas dehors. Le contrôle, c'est à l'intérieur. Vous arrivez à la porte, il y a une petite porte, entrez, vous entrez. Et quand vous entrez à droite, il y a la guérite, vous passez là-bas, vous remettez votre pied d'identité, vous présentez, vous dites ce que vous voulez faire et vous continuez. Donc, juste à l'entrée, là, il n'y a pas de contrôle. Mais depuis plusieurs mois, on voit un blindé qui est là, un monsieur qui est en position, certainement de défense, mais c'est quelqu'un qui est là et il ne vous dit rien. Donc, je peux comprendre que le véhicule bourré d'explosifs est arrivé, surtout qu'ils étaient en tenue militaire, puisque ça semble se confirmer.
On a pu voir certaines images, si elles sont vraies. Surtout qu'elles étaient en tenue militaire. Donc naturellement, quelqu'un va tout de suite lever la barrière et puis on passe. Et il semble que le scénario, dès qu'ils sont arrivés, effectivement, les 3 autres sont descendus, on commençait à arroser les autres, et le 4e, il a foncé dans le bâtiment avec le véhicule, et puis il s'est fait exploser. Donc, de ce point de vue, ça amène tout simplement à corriger, à revoir notre dispositif sécuritaire. On ne peut pas être à l'état-major et que le contrôle se fait a posteriori. Vous entrez dans le bâtiment pour qu'on découvre finalement qui vous êtes. Je crois que c'est peut-être quelque chose qui est à corriger. Je viens de constater pour la première fois en rentrant ici à la RTB, c'est devant la porte, on m'a demandé qui je suis, j'ai présenté ma pièce avant d'entrer. Sinon avant, effectivement, c'est à l'intérieur que vous passez à la guérite pour remettre votre cellulaire. Donc je crois que c'est quelque chose qui doit être corrigé à tous les niveaux. Oui, une réaction par rapport à cet état, oui, de fait. Oui, je pense qu'il y a 3 éléments en tout cas qui ressortent dans l'attaque de l'état-major, mais également de l'ambassade de France. C'est que d'abord, il y a eu des complicités internes. Forcément, pour situer certaines choses, pour pouvoir avoir certaines informations, il faut forcément qu'il y ait des gens de l'intérieur qui aient quelque part coopéré avec ces personnes-là. Ensuite, c'est la faille du renseignement qui n'a pas permis d'anticiper ce qui se préparait. Et lorsque vous avez par exemple cette histoire de salle donc, qui est visée, où était une réunion, qui a donc été délocalisée à la dernière minute pour les travaux qui ont été menés donc, dans cette salle, vous avez donc, ils avaient l'information jusqu'à la salle qu'il fallait viser. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ils avaient bénéficié de tout ce qu'il y avait comme complicité, mais également le renseignement n'avait pas été de façon optimum. Et enfin, le dispositif sécuritaire, comme l'a souligné Woba, était poreux. C'est vrai que l'état-major n'est pas un camp, c'est une administration comme une autre, même si c'est celle de l'armée, mais il y a quand même des dispositifs qui étaient vus. À l'œil nu, on voyait un certain nombre de dispositifs qui étaient pris au niveau de l'état-major, mais également au niveau de l'ambassade de France, qui n'ont pas été de façon, n'ont pas été optimum. Ici, ce qu'il faut souligner, et je reviens un peu sur la réactivité de nos forces, c'est la promptitude dans la réaction de nos forces de défense et de sécurité, qui ont été les premières au niveau de l'ambassade de France, mais également au niveau de l'état-major à réagir. C'est après qu'est arrivé donc les forces françaises au niveau de l'ambassade de France, et ces forces françaises ont également rejoint les forces de défense donc après au niveau de l'état-major. Donc je pense que c'est cela qui a permis donc quelque part cette réactivité-là qui a permis que cette fois-ci, par rapport aux 2 autres attaques, on avait plus de monde, plus d'assaillants, de 2 à 4 fois plus d'assaillants, mais on a eu moins de morts. Donc ça dit que la réactivité a été en face. Ça veut dire aussi que les plans de départ ont été quelque part déjoués. Et en cela, il n'y a rien de mieux que le renseignement et la riposte. Oui, en tout cas, l'intervention de nos forces de l'ordre ont été saluées jusqu'au président français, donc qui a salué en tout cas la promptitude des éléments antiterroristes qui ont pu intervenir pour défendre, si on peut le dire, l'état-major des armées. Alors, mais si on reste sur cette affaire de renseignement, alors on a toujours ce problème depuis le départ de l'ancien président, les renseignements ont toujours peut-être ce problème parce que c'était, on peut le dire, basé sur un seul homme ou 2. Et les 2 actuellement se trouvent derrière les barreaux. Oui, Rabo. Qu'est-ce qu'il faut dire? 2 choses. 2 choses. Après avoir... Blaise Compaoré a commencé à gérer les renseignements avant même la disparition du président Thomas Sankara. C'est pourquoi le président Thomas Sankara ne pouvait rien contre lui. Donc il a géré les renseignements pendant pratiquement 30-35 ans, avec le général Gilbert Guingéré. Voyez-vous? Donc vous ne pouvez pas, après avoir pris le pouvoir 2-3 ans après, changer tout le dispositif. Et les hommes qu'ils ont fabriqués, depuis 18 ans, qui ont aujourd'hui 60 ans, 70 ans, qui continuent à collaborer avec eux. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème structurel, criard, qu'il va falloir gérer avec le temps. Ce n'est vraiment pas évident. Parce que, quel que soit l'endroit où le général Gilbert Guingéré et le général Guy Bassolé se trouvent, ils auront toujours des appuis quelque part. Quelque part. Pas seulement au Burkina, pratiquement partout dans le monde. Parce qu'ils ont eu le temps de s'organiser pour cela. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le dispositif de renseignement qu'on a n'est pas suffisamment rodé pour que les informations soient affinées. Parce que si vous avez des gens à l'intérieur qui brouillent les renseignements, qui ne font pas remonter de bonne foi, c'est normal.
C'est normal que les choses se passent comme ça. Vous voyez? Donc, tant qu'on aura encore des complices à l'intérieur, bon, que le système n'arrivera pas à extirper, ça va être un vrai problème. Et comme Lagui Bama l'a dit, le tout, c'est de faire en sorte que ces généraux ne soient pas jugés. Hein, on a beau nous dire, oui, bon, les gens font de la fixation au lieu de faire l'union sacrée pour faire face aux terroristes, ils accusent d'autres Burkinabés, mais on ne peut pas faire autrement quand les Burkinabés ne regardent pas dans la même direction. On ne peut pas faire autrement quand des gens qui ont fait tuer d'autres compatriotes ne font pas amende honorable. Hein? On ne peut pas penser autrement quand des gens qui sont présentés comme, pour nous autres, des criminels sont applaudis à leur procès. Vous voyez, quand les Burkinabés même n'ont pas le sens des valeurs, vous demandez comment ils peuvent faire l'union sacrée. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est vraiment dans la situation la plus difficile qui soit. Et donc si, en plus de ces enjeux nationaux-là, il y a des enjeux internationaux où des terroristes profitent de la bienveillance de certaines puissances occidentales, de marchands d'armes, etc., et d'autres trafiquants, on est vraiment dans la difficulté. Il faut se réorganiser pour faire face à cela. Et pour moi, tout le monde doit collaborer pour identifier les complices à l'intérieur surtout. Oh oui, Hyacinthe. Oui, je pense que dans le renseignement, il y a aussi ce caractère anticipatif qu'il faut. Et ça passe par une certaine infiltration. Est-ce qu'aujourd'hui, on a infiltré ces milieux-là? Tout comme à l'époque, à un certain moment, le régime compaoré avait réussi peut-être à le faire grâce à la médiation donc, de la crise malienne qui lui avait été confiée par la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de façon optimum cet état de fait? Lorsqu'on n'a pas ces informations en amont, on ne peut pas savoir où est-ce que ces personnes vont frapper, à quel moment et par quels moyens. Donc, on est tout le temps surpris. Et ça ne peut qu'en venir à des situations comme ça. Aujourd'hui, on a beau faire le débat sur la nécessité de réformer l'armée, la nécessité de mettre en place un système de renseignement autre que celui qui était mis en place donc, sous Blaise Compaoré, puisqu'il a été décapité. On reste là dans un débat qui n'a rien de constructif et ces terroristes-là ne font qu'en profiter. On est toujours dans un débat aujourd'hui, on ne sait même pas à quelle fin aujourd'hui fonctionne l'Agence nationale de renseignement si ces genres d'actions arrivent. Donc, je pense pour moi que supputer sur ces questions-là reste encore à faire le lit de ce que les terroristes, parce qu'on a sur des questions et eux, ils agissent en dessous. Oui, Ouba. Par rapport au renseignement, ce n'est pas juste de penser que nos renseignements sous Blaise Compaoré étaient plus sophistiqués qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le renseignement sous Blaise Compaoré, c'était un renseignement de réseau. C'est-à-dire, c'est moi qui ai mes relations et de par mes relations, effectivement, j'arrive à avoir des informations. D'autant plus que ces relations-là, ce sont les mêmes personnes qui agissent. Parce que c'est ce que nous sommes en train de dire. Par exemple, Hyacinthe a parlé d'infiltration, qu'on avait des gens qui étaient infiltrés. Je me pose la question, est-ce que c'est une infiltration ou une complicité? Ils marchent ensemble, ils sont ensemble. Voilà. Donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et puis la personne va être contre vous. Ce n'est pas possible. Ça, on l'a toujours dit. C'est évident. Il y a des preuves, ça ne se discute pas. Les mêmes terroristes aujourd'hui qui agissent dans la sous-région, là, ils dormaient à Ouagadougou. Ils avaient gîte et couvert chez nous. Donc, vous ne pouvez pas dormir chez nous et puis nous frapper. Mais depuis qu'effectivement le régime de Blaise Compaoré est tombé, ces gens-là sont partis. Voilà, ils n'ont même pas attendu que ce soit nous qui rompons avec eux, mais ils sont partis parce que leurs amis sont partis. Donc naturellement aujourd'hui, comme on le dit, l'ennemi de votre ami, c'est votre ennemi. Donc ceux qui ont causé du tort à leurs amis, à leurs alliés d'hier, sont naturellement leurs ennemis. Et aujourd'hui, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, le peuple burkinabé, est l'ennemi de ces terroristes-là qui dormaient à Ouagadougou. Donc, c'est normal qu'on soit attaqué. Donc, moi, on n'avait pas véritablement des renseignements forts parce que c'était des renseignements de réseau, de relations. Or, on a besoin de renseignements qui se fondent sur des institutions. Voilà, on doit avoir une institution de telle sorte que si demain, si Hyacinthe qui gérait ça et qui n'est pas là, certainement qu'il n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes qui reprennent les relais et la chose continue de marcher normalement. Mais ce truc qu'effectivement, il y avait un individu ou deux individus qui géraient ça de par leurs propres relations. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, donc tout est tombé à l'eau. C'est à reconstruire.
Et depuis que l'Agence nationale de renseignement, on dit, a été plus ou moins remis sur pied, on ne peut pas véritablement témoigner de son travail. On ne va pas dire qu'il n'y a pas un travail qui s'est fait là-bas, mais c'est que nous, on ne ressent pas ça. Voilà. Oui. Mais le renseignement ne peut être forcément qu'humain. Il est premièrement humain, il ne peut pas être institutionnel. Vous ne pouvez pas faire du renseignement sans les hommes. Et c'est forcément par ce réseautage, par ces relations, que par certaines informations. Aujourd'hui, à un certain moment donné, il y a à Galier, certains chefs rebelles étaient fréquentables sous donc, la crise malienne. Ils ont été, donc, sous l'égide de la CEDEAO, logés ici à Ouagadougou. Ils ont mené les négociations qui ont abouti à l'accord de Ouagadougou. Ils ont passé, pour certains, de l'autre côté. Il y en a qui sont toujours dans cette frange. On a donc récemment vu la visite du SGDM MNLA ici à Ouagadougou. Il y en a qui sont restés donc dans cette frange réaliste et non terroriste. Aujourd'hui, ils sont passés de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus ces informations qui nous parvenaient? C'est ce manque justement de relations et ce manque d'infiltration. C'est pour ça que je parle d'infiltration et non parce qu'à un certain moment donné, on ne peut plus parler de complicité tant qu'on n'a pas certains éléments judiciaires. Pour peu que ces éléments aient pu permettre de déjouer certaines actions qui étaient prévues. Et on a vu le cas, et ce matin, justement, ils entendaient, ces années en témoigner de la radio, des attaques qui ont été déjouées à Bamako même, grâce au renseignement de Burkinabé, et également à Abidjan. C'est grâce à ce réseautage que ces différentes actions ont pu être déjouées. Et c'est de là que je parle, donc de la nécessité d'avoir un système fondé sur les hommes. Les institutions, je pense qu'on n'est pas dans le domaine politique où on va dire il faut des institutions fortes à la place des hommes forts. On a un domaine sur le terrain. Ça ne marche pas en tant que ça passe par les hommes, en tout cas à mon entendement. Non, ce qu'il faut nuancer, Hyacinthe, ce que Oba dit et que moi je partage, c'est que sous Blaise Compaoré, ce n'était pas un système de renseignement efficace qui permettait de faire face aux attaques terroristes. Non, c'était, moi je vous couvre, vous agissez, vous frappez les autres sauf moi. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ce n'est pas un renseignement au service d'un État. C'est un renseignement au service de gens qui profitent du terrorisme. Et c'est ce que le Burkina Faso faisait sous Blaise Compaoré. Dites-moi aujourd'hui, là, pourquoi c'est en Mauritanie que les terroristes passent pour revendiquer les attaques terroristes? Peut-être parce qu'ils sont couverts là-bas. Ils ne tapent pas la Mauritanie. Le Burkina, aujourd'hui, au niveau institutionnel, a fait le choix le plus difficile. C'est-à-dire rompre avec les terroristes. Et ça, quand vous le faites, vous devez prendre le plus grand nombre de dispositions parce que vous devez vous attendre au pire. Si vous ne les couvrez pas, vous vous exposez à leurs attaques. Et les terroristes, ils le disent pratiquement ouvertement. Voilà. Le témoignage du président Roch Kaboré qui dit que des gens sont venus le voir pour dire qu'ils avaient passé commande de pick-up sous Blaise Compaoré et qu'ils voulaient que le président Roch Kaboré les aide à récupérer leur voiture. C'est quoi? Vous nous aidez à prendre nos voitures, nous on va taper d'autres pays. Mais on ne vous touchera pas. À partir du moment où vous refusez de nous aider à nous équiper, mais vous allez devenir notre cible. Et c'est ce choix-là que le Burkina institutionnel et le peuple burkinabé ont fait. De dire nous on ne collabore pas avec les terroristes. Parce que dans l'histoire du monde, il y a des exemples. Les Américains ont aidé Ben Laden à travailler contre les Russes en Afghanistan. Quand il a fini avec les Russes, il s'est attaqué au peuple américain et aux institutions américaines. Tôt ou tard, si nous collaborons avec les terroristes, c'est ce qui va nous arriver. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu un moment où nous avons collaboré avec eux. Nous sommes obligés de dire nous, parce que quand Blaise Compaoré était là, il agissait au nom du peuple burkinabé, de l'État burkinabé. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Il faut faire des choix clairs et pour la durée. Comme des pays comme le Ghana, etc. Nous, on ne travaille pas avec des terroristes, on ne travaille pas avec des criminels. Et on le fait pour de bon. Quel que soit le président qui arrive, c'est cette ligne-là qu'il doit adopter parce que c'est la ligne que le peuple a choisie. Si vous trichez, ça va vous revenir en plein visage. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il faut assumer ou ne pas assumer. Ces personnes-là n'étaient pas des terroristes. Ils avaient des... Non, c'est un mélange. Non, c'est un mélange. Si c'est ce qui se passe au Mali, là, c'est un mélange. Ce sont les rebelles là qui entretiennent en même temps les terroristes. Et il n'y avait pas cette spirale d'attaque terroriste. Parce qu'on les couvrait ici. Non. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas nous localiser. D'accord, on va écouter Yacine. On va écouter un peu. Je finis sur ce raisonnement. C'était localisé dans le nord Mali et c'était localisé sur des attaques donc qui avaient pour fondement de tracer cette fameuse zone de l'Azawad qui était localisée dans cette zone. Ce n'était pas des attaques frontales contre des États
Et ce groupe-là est passé dans une certaine, disons, un radicalisme à un certain moment donné. Et aujourd'hui, vous avez donc, aujourd'hui on parle de l'attaque de l'état-major de Ouagadougou. Mais ce qu'on ne dit pas, ce même groupe, en juillet 2017, a attaqué l'armée nigérienne à Midal, a fait 5 soldats tués pour les mêmes raisons. Les deux aspects, c'est la lutte contre le terrorisme dans laquelle participe l'armée nigérienne dans la sous-région, mais également la collaboration avec la France. Ce sont les deux raisons qui ont été évoquées également. Non, les raisons que les groupes terroristes avancent ne sont pas les vraies raisons. Puisque ce n'est pas des gens sérieux. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent... Voilà, ce n'est pas des gens de bonne foi. Moi, il faut pas... D'accord, alors, on va écouter... Ce n'est pas des raisons fondées, c'est de la diversion. Oui, on a vu vos deux positions. On va écouter Bama sur... à cette question du renseignement, moi je voulais revenir un peu sur... l'état-major même en ce qui concerne le dispositif et tout ça. Oui. Ouais, et surtout signaler un aspect qui est très important qu'on n'a pas suffisamment abordé, c'est la question même de la situation géographique de l'état-major. L'emplacement, oui. L'emplacement de l'état-major qui aujourd'hui est vraiment problématique. Parce que on ne peut pas avoir une telle institution aussi importante, aussi stratégique à cet emplacement-là aujourd'hui. Dans un certain passé, il y a des années, on pouvait encore comprendre. Mais aujourd'hui, c'est totalement c'était le ministère qui était là. Anachronique. Un état-major qui se trouve à quelques accablés du marché central où à partir de 10 heures, c'est vraiment le tohu-bohu tout autour. On ne peut pas distinguer qui est qui. Et c'est même pas fortuit qu'ils ont choisi l'heure de 10 heures. C'est l'heure où tout est... c'est vraiment l'anarchie dans ce milieu-là. Et on ne sait pas qui est qui, chacun peut faufiler rapidement et puis rentrer où il veut sans qu'on ne puisse le faire. Et ça pose le problème même de la géographie. Le docteur Assaoula en avait parlé à un moment donné. La géographie de nos camps. Aujourd'hui, c'est totalement anachronique. Pas qu'on voit que des camps militaires se retrouvent encastrés en plein centre-ville avec tout est mélangé. C'est difficile d'assurer la sécurité dans ces conditions-là. Non, ça c'est un aspect important que moi je pense. Et que peut-être ce malheureux événement va amener à repenser. Parce que tant que ça va rester à ce niveau-là, on ne peut rien assurer comme sécurité dans un tel contexte. Ça, c'est ce que je voulais te signaler. Maintenant, pour arriver à la question du renseignement, non, c'est clair. Ce que Oba a dit, ce que Rabo a dit, c'est ça qui est la vérité. Parce que au temps de Blaise Compaoré, en réalité, on n'avait pas un renseignement digne d'une république dans ce pays. C'était un renseignement qui était voué au pouvoir d'un individu. C'était comment arriver à conserver un pouvoir, comment arriver à entretenir ces réseaux de narcotrafiquants, de terroristes, avec qui on prenait des otages, aller négocier des rançons, on se partage les rançons et tout ça. C'était un renseignement qui était fondé sur ces éléments-là et qui était basé sur un seul individu. Contrairement à ce que Yassine dit, on ne peut pas comprendre que dans une république sérieuse, un individu quitte et puis tout chamboule. C'est pas possible. Dans une république sérieuse, des renseignements sérieux ne peuvent pas se limiter à un seul individu, de sorte que quand il n'est plus là, on ne peut plus rien faire. C'est pas comme ça. Dans les pays sérieux, aux États-Unis, on a vu des changements à la tête des renseignements, mais ça n'a pas bouleversé quoi que ce soit. En France, c'est la même chose. Comment on peut comprendre qu'un individu soit l'élément en dehors duquel on ne peut plus rien faire? C'est pas possible. Donc, il y a eu un problème sérieux sur Blaise Compaoré. On n'avait pas un renseignement digne d'un État de droit, digne d'une république. C'était ça le problème. Maintenant, il va falloir que ceux qui sont au pouvoir maintenant puissent dépasser cette façon de faire les choses et asseoir les bases d'un renseignement digne d'une république qui va vraiment travailler de sorte que, même après eux, la République puisse marcher sans ces éléments qui sont là aujourd'hui. Voilà la réalité. Oui, Ouba, très rapidement. Non, enfin sur ça, c'est pourquoi d'aucuns pensent qu'il faut qu'on arrête avec les procès, il faut qu'on se réconcilie et qu'on libère des gens. Et si effectivement on veut la paix simpliste là, moi je suis convaincu que c'est peut-être le chemin le plus facile de faire la paix. Je vous dis, si on libère le général Diendéré, on libère Djibril Bassolé, nous allons réduire de 80% nos risques. Mais on aura démissionné. D'attaque terroriste. Exactement. Le peuple burkinabé aura démissionné. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que justement, la lâcheté. Exactement. C'est pour dire que justement ces gens-là, ils avaient leurs moyens, ils avaient leur réseau à eux, qui permettent effectivement de nous éviter ces situations qu'on vit aujourd'hui. Mais on n'était pas attaqué. Pourquoi? Pas parce qu'on arrivait à déjouer des attaques terroristes, parce qu'on n'a jamais été cible.
Nous n'étions pas ciblés. La seule fois que j'ai entendu qu'apparemment on voulait faire exploser quelque chose, c'était à l'aéroport, une histoire de colis piégés. Après, c'est avéré que c'était du fromage. Voilà, un monsieur qui avait un faciès, bon voilà, pour cause de délit de faciès, on l'a pris. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était du fromage qui l'emportait. Sinon, il n'y a jamais eu véritablement une tentative d'attaque au Burkina. Oui, c'est vrai que ce que vous dites, c'est une hypothèse qui est avancée par certaines personnes. Est-ce qu'il faut troquer justement la liberté de ces généraux avec la paix au Burkina Faso? Absolument pas. Absolument pas. Si on le fait, on aura trahi nos ancêtres. Depuis quand vous voyez des gens sérieux dire, comme en Morée, là, c'est ce qu'on dit. Quand tu n'as pas la même force de frappe que le voleur, tu l'accompagnes avec son butin. C'est le choix que le peuple burkinabé doit faire. Collaborer avec les terroristes pour qu'ils ne nous frappent pas, pour qu'ils frappent nos voisins. C'est quelle valeur ça? C'est quel sens de la vie on veut se donner? Non. On fait des choix, je veux dire, fermes, bien entendu difficiles, mais des choix durables. C'est le choix de la paix, le choix de la sécurité, le choix de la démocratie, le choix de la solidarité avec les autres pays. Et c'est pourquoi nous devons nous liguer avec les autres pays pour bouter très loin les forces terroristes. Moi, je ne pense pas que ce soit en trichant avec la libération de quelques généraux qui avaient établi de bons réseaux avec des rebelles et des terroristes. Ce n'est pas à ce prix-là qu'on va faire la paix durable au Burkina. Parce que tôt ou tard, les terroristes, là, ils vont nous rattaquer. Parce que tôt ou tard, ces généraux-là ne seront plus là. Et ils n'auront plus les mêmes complicités qu'ils ont tout le temps. Et quand ils n'auront plus ces mêmes complicités-là, ils vont se retourner contre nous. C'est pourquoi il faut choisir maintenant de les affronter, plutôt que de reporter les affrontements contre ces terroristes. Oui, Yacine voulait réagir très rapidement. Non, je pense que la question de la justice doit être départie de cette question-là. Parce que là, on n'a pas encore de revendication. Il n'y a pas eu donc de communiqué de groupe pour demander la libération de ces deux généraux. Donc je pense que mener ce débat est véritablement subjectif. Pour moi, je reviens sur un fait. Entre 2012 et 2014, Ouagadougou, Niamey, Abidjan n'étaient pas la cible, et même dans cette mesure, Bamako n'était pas la cible des terroristes. Il y avait des mouvements donc séparatistes qui, après donc la chute de la Libye et de Kadhafi, se sont déportés vers le Nord Mali et ont donc créé ce mouvement-là séparatiste qui voulait donc tracer cette zone de l'Azawad. Il y a eu des actions contre l'armée, contre des populations, des prises de villes et autres dans la zone, mais c'était localisé dans cette zone. Ce n'est qu'après qu'on a donc vu ces nouveaux visages. Donc je dis, le raisonnement qui veut qu'on dise que c'était la protection qui permettait de ne pas être attaqué, ne tient pas ici. C'est la cible qui n'était pas, la radicalisation n'était pas la même. Aujourd'hui, nous avons un état de fait. Nous sommes véritablement au cœur nous sommes donc la cible de ces personnes-là. Et quelque part, malheureusement, Ouagadougou semble être plus prenable que certaines nos autres capitales de la sous-région. Qu'est-ce qu'on fait face à cela? Je pense que c'est ce qu'on a dit ici. Ça passe nécessairement par une réforme ou tout ce qu'on peut utiliser comme terme de notre système de renseignement, que ce soit, si vous voulez, sur le niveau institutionnel, mais je parle sur le niveau des hommes sur le terrain. Lorsque je parle des hommes, je ne parle pas de ceux qui sont à la tête là, des agences de renseignement, je parle des hommes sur le terrain. Si vous n'avez pas d'hommes aujourd'hui infiltrés au cœur de ces personnes-là, vous n'avez aucune information qui vous parvient, vous serez surpris chaque jour, en plein midi, à 10h et pourquoi pas à 6h du matin en vous levant de votre lit. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Se renseigner pour anticiper et avoir une réponse efficace. Parce que ce qu'on ne dit pas, on a vu personnellement sur le terrain, c'est un moyen qui personnellement m'ont sidéré chez nos forces de défense et de sécurité. J'ai vu personnellement des gilets pare-balles troués, portés par un élément donc des forces de défense et de sécurité. Je pense qu'on ne peut pas agir avec des moyens comme ça. Aujourd'hui, on parle d'équipement depuis un certain nombre de temps. Depuis donc avril 2015 que le Burkina a commencé à subir, on parle de nécessité d'équipement. Vous avez encore ce genre d'équipement en plein Ouagadougou et vous voulez qu'on soit efficace face à ces hommes-là qui n'ont aucune autre finalité. Ils veulent mourir pour une certaine cause, pour en tout cas ceux pour quoi on les a envoyés.
D'accord. Alors, on va un peu évoluer dans le débat. On a pu écouter la position des uns et des autres, en tout cas, sur cette affaire de renseignement. On va parler donc du G5 Sahel. Alors, cette force qui, en tout cas, doit pouvoir contenir ces différentes forces terroristes qui sont sur le terrain, ou en tout cas les neutraliser. Alors, il y a eu une rencontre la semaine dernière à Bruxelles qui a permis donc aux 5 pays concernés de récolter assez, en tout cas, de fonds pour pouvoir opérationnaliser cette force du G5 Sahel. Est-ce que vous pensez qu'avec l'opérationnalisation peut-être dans les prochains mois de cette force, on pourra vraiment faire face à ces groupes terroristes qui nous attaquent? Bama. Sans doute que ça peut peut-être contribuer à faire avancer la lutte. Mais il ne faut pas rêver. Moi, je ne suis pas convaincu que ça va être la solution miracle à cette situation. Il ne faut pas rêver, moi je pense. Certainement, en mutualisant les forces, ça va peut-être apporter un autre élan à ce combat-là. Mais ce qu'il y a de plus, en tout cas urgent, de plus efficace à faire, c'est que les uns et les autres s'engagent, chacun à son niveau déjà à fond, et qu'il y ait déjà au niveau de chaque pays une base, c'est-à-dire une collaboration assez fructueuse entre population et forces de défense de sécurité, de sorte à ce que ce combat-là soit vraiment un combat qui est porté par tout le monde. Sinon, croire que ce G5-là viendra comme par miracle résoudre ce problème-là, moi je crois qu'il ne faut pas rêver. Ça va peut-être faire avancer les choses, mais pas une solution miracle, je pense. Oui, Hyacinthe. Bon, pour moi, pourtant, c'est la solution. Je suis véritablement convaincu que c'est la seule manière qui peut nous permettre déjà d'avoir une synergie d'action contre le terrorisme. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont et viennent entre, en tout cas pour l'instant, 3 pays de façon plus prégnante, le Mali, le Niger et le Burkina. Vous avez une nécessité de collaboration entre les 3 armées, ou même au-delà des armées des États, entre ces 3 États-là. Vous avez nécessité d'avoir, en termes de, on a évoqué ici, en termes d'équipement, en termes de renseignement, en termes de moyens logistiques sur le terrain, mais également en termes de quadrillage de la zone la plus problématique. Vous devez, aujourd'hui, je pense que la meilleure défense, comme on le dit dans le milieu footballistique, c'est l'attaque. Il faut aller chercher ces personnes-là là où elles se logent, et elles se logent dans un septentrion au niveau des frontières. Il faut aller forcément dans ces collines-là assez inaccessibles. Et il faut nécessairement une force conjointe pour permettre d'aller jusqu'à ces retranchements-là, déloger ces personnes-là. Puisqu'elles seront affaiblies, elles seront moins dangereuses, et on pourra, ne serait-ce que par poche. En tout cas, j'ai foi que cette force-là, si elle est mise en place de façon optimale, elle arrive à se déployer, elle puisse permettre en tout cas d'avoir la zone sécurisée, et donc de ne plus avoir de poches, d'où ces personnes peuvent être formées déjà. On a donc les Katiba qui se forment, et pouvoir peaufiner leurs actions, et de là démarrer pour venir nous attaquer en plein cœur de Ouagadougou. Je pense que si on arrive en tout cas à lever tous ces poches-là, c'est déjà un pas dans la lutte contre le terrorisme. Oui, Rabo, vous voudrez réagir? Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Hyacinthe. Tu crois au miracle qui viennent au miracle de la force d'ailleurs. Oui. Elles ne viennent pas d'ailleurs, ce sont nos forces. Ça peut aider, mais peut-être à 10-15%. Et je m'explique. Vous savez, l'argent qu'on déverse comme ça pour lutter contre le terrorisme, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est peut-être pour la propagande et la publicité. Ce n'est pas ça qui va agir sur le terrain. Je crois aux solutions endogènes. Et une fois, quelqu'un m'a demandé pourquoi on a fait le G5 Sahel, on n'a pas fait le G6 Sahel, pourquoi on n'a pas mis l'Algérie? Parce que l'Algérie est moins manipulable. Et l'Algérie a une tradition de lutte contre le terrorisme qui est avérée. Si l'Algérie était avec nous, on aurait endigué ce terrorisme-là en quelques mois. Il y a des intérêts cachés. Il faut qu'on y réfléchisse. Vous savez, sous la transition, on a dit qu'il faut initier la population au service militaire. C'est une solution endogène que le nouveau pouvoir a balayé du revers de la main. Il faut que nous tous là, nous soyons initiés à la lutte antiterroriste. Tous les citoyens doivent savoir comment s'y prendre. Ce n'est pas quelques militaires, quelques policiers, quelques gendarmes qui vont assurer notre sécurité. Là où les armées sont fortes, c'est là où tout le peuple fait partie de l'armée. C'est là où tout le monde est réserviste.
c'est la solution durable à la lutte contre le terrorisme. Un seul policier ne peut pas nous sécuriser. Il y a combien de policiers pour combien d'habitants au Burkina? Un seul militaire ne peut pas nous sécuriser. Il faut que nous-mêmes nous apprenions à neutraliser des terroristes dans nos quartiers, dans nos célibatoriums. Si nous étions initiés à ça, peut-être que la voiture n'aurait pas été bourrée d'explosifs et ne serait pas arrivée à l'état-major. Vous voyez, il faut penser à ces solutions-là. Sinon, les grands sommets où on annonce des milliards pour acheter des armes, parce que je me demande si ce n'est pas les marchands d'armes là qui entretiennent les terroristes, pourquoi on achète davantage d'armes. Si c'est sur ça qu'on compte, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Cherchons des solutions endogènes. C'est la solution qui me paraît la plus intéressante. Ok, on va écouter Woba. Mais ce n'est pas une solution endogène qu'il propose, c'est une solution armée. C'est d'armer la population. Et elle n'est pas endogène? Je pense que la solution la plus endogène possible, c'est dans le cadre de, je pense, du programme d'urgence pour le Sahel, ce qui a été prévu dans le cadre. C'est-à-dire que non, ça c'est une solution non militaire. Il faut aller, je pense que c'est la meilleure solution, c'est la plus durable sur le terrain pour les populations. Non, mais moi, je n'ai pas proposé de solution économique. Si tu veux que j'en propose, j'en propose aussi. On ne peut pas vouloir que tout le monde puisse contrer. Il y a des gens dont c'est le boulot. Mais susciter en moi l'envie d'être un agent de renseignement, de donner en tout cas l'information à l'armée, je pense que c'est là que ça vaut. Et ça passe par ces solutions-là. Okay. Il faut sur le terrain, je finis juste sur cette idée, il faut sur le terrain donc travailler à ce qu'on ne puisse plus, ces groupes djihadistes ou terroristes ne puissent plus recruter au sein de la population et qu'on ne puisse plus avoir de collaboration entre la population et ces groupes-là, mais plutôt entre l'armée ou tout ce qui a comme force de défense et de sécurité, entre la population. Et ça passe par des solutions. On a écouté. Je réponds à Yacine juste 30 secondes. Si votre solution-là était la meilleure, c'est-à-dire les puissances occidentales qui nous aident avec de l'argent pour lutter contre les terroristes, il suffisait juste d'utiliser cet argent-là pour aller tuer tous les terroristes, puisqu'on sait où ils sont. On les surveille même électroniquement, à partir de nos camps militaires. C'est en collaborant avec la population qu'ils échappent. Non, non, ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont tels que on ne veut même pas que dans ce monde-là, on extermine tous les terroristes. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, parce que ça ne les arrange pas. Ça ne fait pas leur affaire économique. Sinon là, on peut aller les trouver dans leur gîte et puis les neutraliser militairement, quoi, les exterminer. Mais il y a des intérêts qui veulent que ce ne soit pas comme ça, que le monde soit toujours perturbé pour que des armes soient vendues. C'est pourquoi je dis, G5 Sahel, c'est bon, mais c'est 15%. On va écouter Woba, donc juste pour le mot de fin, hein, parce que nous avons moins de 2 minutes pour terminer l'émission. Terrorisme, il y a plusieurs théories. C'est une des théories, celle que Rabo est en train de développer. Je crois qu'on est conscient de ça. Hein. Il y a des gens qui ont intérêt au terrorisme. Ça leur permet de faire un certain commerce, même si ces personnes à la fois s'engagent dans la lutte contre le terrorisme, à la fois ce même terrorisme leur profite. Mais souvent, on préfère fermer les yeux sur cet aspect et puis dire, bon, d'autant plus que on ne va pas s'intéresser aux intentions cachées, on s'intéresse à ce que vous dites, donc allons-y ensemble à la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi moi, a priori, je ne crache pas sur le G5 Sahel, mais on connaît tous les insuffisances d'un tel regroupement, à commencer par le fait que nous n'avons pas de moyens. L'argent qui va financer le G5 Sahel, ça va venir en grande partie de partenaires. Et chacun va mettre un peu de ce qu'il a. Mais il y a le fonctionnement au quotidien qu'on va devoir prendre en charge. Avec quels moyens? Et il y a effectivement cette géographie de la lutte contre le terrorisme. Et ce que Rabo a dit, on l'a répété plusieurs fois. On ne voit pas une lutte contre le terrorisme dans notre environnement là, à l'exclusion de l'Algérie. On a pu aller chercher la Mauritanie, le Niger, Mali, et on ne peut pas mettre l'Algérie là-dedans. On voit que la présence de l'Algérie dérange certaines personnes, certains partenaires du G5 Sahel. Ça pose problème. Donc, véritablement, on a besoin d'une vraie synergie qui va au-delà de certains intérêts particuliers pour pouvoir lutter véritablement contre le terrorisme. Et enfin, si le G5 Sahel doit exister, pour moi, ce n'est pas pour être là et puis réagir quand il y a des attaques. C'est véritablement, comme Yacine l'a dit, c'est aller chercher les terroristes là où ils sont. Et effectivement, si on s'y met et qu'il y a la volonté, ces gens-là, ils ne peuvent se cacher nulle part. Ce n'est pas possible. Les terroristes n'ont pas plus de moyens que nos États. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas plus de moyens que nos États. Nos États mis ensemble avec les moyens, on va les trouver là où ils sont.
Ok, ça sera le mot de fin. En tout cas, nous sommes au terme de l'émission. Il est donc 12 heures en temps universel dans notre studio. En tout cas, je vais vous remercier tous en tout cas d'avoir participé à cette émission qui était exclusivement consacrée donc à ces deux attaques qui ont endeuillé la capitale burkinabé le vendredi 2 mars 2018. Je rappelle très rapidement aux téléspectateurs que j'étais sur ce plateau avec Yacinthe Sanou de Omega FM, Boukari Woba de Mutation, Soumaïla Rabo de Savane FM et Ladji Bama du journal Le Reporter. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Wow!